Au cours des prochains jours, nous allons nous concentrer sur les résultats par rapport à l'économie mondiale. Et c'est le moment opportun pour vous présenter un ancien joueur de hockey, le premier ministre du Canada, M. Mark Carney. Alors, il faut parfois avoir la capacité de se déplacer et de réagir lorsqu'il y a beaucoup de tensions. En 2008, il était à la tête de la Banque du Canada. Ils ont réussi à passer à travers les perturbations économiques de cette époque. Et par la suite, il y a eu le Brexit. Il est devenu le premier non-britannique à gouverner la Banque de l'Angleterre. L'an dernier, il fut élu en tant que premier ministre du Canada. Il s'agit probablement l'un des moments pivots les plus importants de l'histoire moderne du Canada. Aujourd'hui, le premier ministre Carney veut faire du Canada un endroit où il est plus facile de bâtir, plus facile de commercer, plus facile d'investir et être capable d'unir la nation. Pour les 41 millions de Canadiens, il est une présence stable et un leader réfléchi. Et je suis très heureux de l'appeler mon ami. Veuillez accueillir le premier ministre du Canada, M. Mark Carney. Thank you very much, Larry. I'm going to start in French and then I'll switch back to English. Merci, Larry. C'est un plaisir et un devoir d'être parmi vous en ce point tournant pour le Canada et pour le monde. Et je parlerai aujourd'hui de la rupture de l'ordre mondial, de la fin d'une fiction agréable et du début d'une réalité brutale, où la géopolitique des grandes puissances n'est soumise à aucune contrainte. Mais je vous soumets, par ailleurs, que les autres pays, en particulier les puissances moyennes comme le Canada, ne sont pas impuissants. Ils possèdent la capacité de construire une nouvelle ordre qui intègre nos valeurs, comme le respect des droits humains, le développement durable, la solidarité, la souveraineté et l'intégrité territoriale des États. La puissance des moins puissants commence par l'honnêteté. Commence avec l'honnêteté. Il semble qu'à tous les jours, on nous rappelle que nous vivons dans une rivalité bien puissante. Il y a une érosion. Les puissants font ce qu'ils peuvent et les plus faibles essaient de survivre. On nous présente le tout comme étant inévitable, comme étant la logique naturelle des nations qui se positionnent. Face à cette logique, il y a une certaine tendance. Certains pays vont de l'avant et présentent des mesures d'adaptation afin d'éviter le pire et que la conformité pourrait leur donner la sécurité. Mais c'est une erreur. Quelles sont nos options? En 1978, il y a eu un article présenté. Il a posé une question très simple. Comment est-ce que le système communiste réussit à survivre? Et tout commence avec les épiceries. À tous les jours, les épiciers mettent des affiches dans leurs fenêtres. Malheureusement, le message ne passe pas. Mais il met cette petite affiche pour éviter d'avoir des problèmes, montrer qu'il est conforme. Car tout commerçant sur toutes les Russes font la même chose. À ce moment-là, le système continue d'aller de l'avant. Non pas par la violence, mais la participation dans des rituels, même sachant que cela ne fonctionne pas. Il vivait dans un mensonge. Cette puissance
est issue des gens qui se conforment et l'on voit que la fragilité provient de la même source. Lorsque l'épicier retire son affiche, l'illusion se fissure. Chers amis, c'est maintenant le moment pour les entreprises et les pays d'enlever les affiches de la vitrine. Pendant des décennies, des pays comme le Canada ont prospéré. Selon l'ordre mondial, nous avons joint les institutions, respecté les principes et nous avons tiré profit de la prévisibilité. Nous avons pu aller de l'avant avec des politiques respectant les valeurs sous la protection de ces institutions. Nous connaissons l'historique. Nous savions qu'une partie de la rhétorique était fausse. Nous savions que les règles commerciales étaient asymétriques. Et nous savions que le droit international était utilisé avec rigueur selon l'accusé et les victimes. Cette fiction fut très utile. Les Américains et l'Allemagne ont réussi à aller de l'avant. Ils ont ouvert des voies maritimes, mis en place un système financier de sécurité et mis en place un cadre pour résoudre les différends. Donc, nous avons tout simplement mis cette affiche dans la vitrine. Nous avons participé au rituel et nous avons pu éviter des problèmes. Cependant, cette entente ne fonctionne plus. Je serai très franc. Nous sommes en plein milieu d'une rupture et non pas d'une transition. Au cours des 20 dernières années, une série de crises en finance, santé et géopolitique ont bien démontré les risques de l'intégrité mondiale. Mais les grands pouvoirs ont utilisé le tout comme arme. Alors, il y a de la coercion. On démontre bien les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement et on les exploite. On ne peut pas vivre avec ces grands mensonges lorsque l'intégration devient la source de votre subordination aux grandes puissantes. Les institutions multilatérales sur lesquelles reposent les puissances moyennes, donc l'OMS, la COP, bref, l'architecture collective des solutions est menacée. Par conséquent, plusieurs pays en sont arrivés aux mêmes conclusions. Ils doivent être plus autonomes sur le plan énergétique, alimentaire, minéraux critiques, finances et chaînes d'approvisionnement. Et on comprend bien la situation. Un pays qui ne peut s'alimenter, se défendre ou disposer d'énergie a peu d'options. Lorsque l'ordre international ne peut vous protéger, vous devez le faire vous-même. Mais soyons très clairs. Quelles en sont les conséquences? Un monde de forteresse sera beaucoup plus pauvre et moins périn. Mais il y a aussi une autre vérité. Si les grandes puissances abandonnent les prétentions pour pouvoir aller de l'avant avec leurs intérêts, être plus puissants, ce sera plus difficile pour tous. L'hégémonie ne peuvent monétiser leurs relations. Les alliés se diversifieront pour contrer l'incertitude, avoir plus d'options, afin de pouvoir rebâtir leur souveraineté. La souveraineté auparavant reposait sur des règles, mais bientôt, ce sera plutôt en réponse aux pressions. C'est tout simplement une façon de gérer les risques. Et il y a un prix à payer pour cela. Mais cette autonomie stratégique et cette souveraineté, nous pouvons partager les coûts de tout cela. Nous pouvons investir ensemble dans la résilience et c'est beaucoup moins cher que si chacun s'y attaque seul. Nous voulons réduire la fragmentation. Nous pouvons nous complémenter. Pour les puissances moyennes comme le Canada, on doit se poser des questions. Devons-nous nous adapter à la nouvelle réalité? Nous devons le faire. Mais comment nous devons y aller de l'avant? Allons-nous ériger des murs ou allons-nous être tout simplement plus audacieux? Le Canada fut parmi les premiers à se réveiller et nous avons amorcé un changement stratégique. Les Canadiens et les Canadiennes savent que notre position géographique et que la sécurité et la prospérité n'est plus aussi solide qu'auparavant. Cette hypothèse ne tient plus.
La Finlande a utilisé une bonne expression, le réalisme. Nous devons respecter nos principes, mais être pragmatiques en même temps. Nous devons rester engagés envers l'intégrité, respecter nos valeurs et utiliser la force seulement en respectant la Charte des Nations unies et respecter les droits de la personne. Souvent, les progrès arrivent peu à peu. Et nous savons que tous les partenaires ne partageront pas les mêmes valeurs. Nous devons avancer de l'avant de manière stratégique. Nous voulons aborder les questions internationales comme telles et non pas comme le monde que nous voudrions avoir. Nous allons rééquilibrer nos relations afin que cela reflète nos valeurs. Nous voulons optimiser notre influence et en raison des situations fluides et des risques, ainsi que des enjeux. Nous devons être prêts. Nous ne nous reposons plus simplement sur nos valeurs, mais bien la force de nos valeurs. Et c'est ce que nous faisons au Canada. Depuis que nous avons été élus, nous avons réduit les impôts sur les gains en capitaux, les revenus. Nous avons éliminé toutes les barrières fédérales au commerce interprovincial. Nous avons investi 1 000 milliards de dollars pour de nouveaux couloirs économiques, les minéraux critiques. Nous voulons le faire d'ici la fin de la décennie. Et nous voulons nous diversifier à l'étranger. Nous savons que les partenariats avec l'Union européenne nous aideront, et notamment l'entente que nous avons pour les acquisitions en défense. Et nous avons signé plusieurs autres ententes sur 3 nouveaux continents. Nous avons une nouvelle entente avec la Chine et le Qatar. Nous négocions des ententes avec l'Inde, le Mercosur et la NAS. Nous voulons trouver des solutions aux problèmes mondiaux. Nous y allons dans différents volets. Autrement dit, différentes coalitions selon les enjeux fondés sur les intérêts et les valeurs communes. En Ukraine, nous sommes un membre de la coalition des volontaires et nous sommes l'un des plus importants contributeurs à la défense et à la sécurité de l'Ukraine. Revenons à la souveraineté arctique. Nous sommes auprès du Danemark et du Groenland et nous soutenons leur droit à la détermination de leur avenir. Notre engagement envers le groupe des 5 de l'OTAN est très solide. Nous voulons travailler avec nos alliés, y compris avec les pays du Nord et des Baltiques, afin d'assurer la sécurité du flanc oriental et du Nord. Cela inclut les investissements dans le radar transhorizon, dans les sous-marins, les avions et le personnel sur le terrain et ainsi que sur la glace. Le Canada s'oppose à l'imposition de droits de douane sur la Groenland. Nous avons un objectif commun de sécurité et de prospérité dans l'Arctique. Nous voulons aller de l'avant. Revenons au commerce plurilatéral. Nous voulons renforcer les relations avec l'Union européenne afin d'établir un nouveau bloc de 1,5 milliard de personnes. Quant aux minéraux critiques, nous voulons avoir une entente au sein du G7 afin de nous assurer que l'approvisionnement n'est pas concentré. Revenons à l'IA. Nous ne voulons pas être obligés d'être forcés à choisir entre 2 options. Alors, nous ne voulons pas être naïfs dans tout cela. Et nous voulons mettre en place des coalitions qui fonctionnent enjeu par enjeu avec des partenaires qui ont suffisamment de points communs pour pouvoir intervenir ensemble. Dans certains cas, cela représentera la vaste majorité des nations. Nous voulons mettre en place un réseau bien dense qui établisse des ponts que nous pourrons utiliser plus tard. Nous savons que les puissances moyennes doivent intervenir ensemble et si nous ne sommes pas à la table, nous serons au menu. Mais j'aimerais aussi dire que les grandes puissances peuvent se permettre d'aller de l'avant seuls. Ils ont la capacité militaire, ils ont la capacité commerciale et peuvent imposer leurs conditions. Mais lorsque nous négocions de manière bilatérale avec une hégémonie,
Nous démontrons nos faiblesses et nous acceptons les conditions. Et nous nous faisons concurrence. Ce n'est pas cela la souveraineté. C'est la performance, tout en acceptant la subordination. Dans un monde où il y a une rivalité entre les grandes puissances, nous n'avons que peu de choix. Nous pouvons nous faire concurrence pour obtenir des faveurs ou créer une troisième voie. Nous ne devrions pas laisser les grandes puissances être plus puissantes. Nous voulons que les règles restent solides et nous pouvons le faire ensemble. Ce qui me ramène à mon premier point. Qu'avons-nous besoin? D'une part, nous devons être directs et nommer ce qu'est la réalité. Mettre fin à l'effondrement des règles. Et soyons francs. Nous avons un système où il y a une rivalité entre les superpuissances et les puissances vont de l'avant et utilisent leurs conditions pour prendre le contrôle. Ils appliquent les mêmes normes à leurs rivaux qu'à leurs alliés. Et on utilise l'intimidation. On essaie de nous museler. C'est comme si on maintenait les affiches dans la vitrine. Autrement dit, nous ne devons pas attendre que l'ordre revienne comme il était auparavant. Nous devons réduire leur levier. Ce devrait être la priorité immédiate de tous les gouvernements. La diversification internationale n'est pas simplement une façon d'aller d'avant prudemment, mais c'est une bonne politique. Nous pouvons réduire notre vulnérabilité aux efforts de représailles, et c'est ce que le Canada fera. Le Canada a ce que le monde veut. Nous sommes une superpuissance énergétique. Nous avons des réserves importantes de minéraux critiques. Nous avons la population la plus éduquée au monde. Nos régimes de pension sont les investisseurs les plus sophistiqués. Autrement dit, nous avons les capitaux, le talent ainsi qu'un gouvernement avec une bonne capacité fiscale. Nous pouvons agir avec détermination. Et nous avons également les valeurs auxquelles d'autres pays aspirent. Le Canada est une société pluraliste qui fonctionne. La place publique est diversifiée, libre. Les Canadiens sont engagés envers la durabilité. Nous sommes un pays stable, un partenaire fiable, un partenaire qui établit des relations fondées sur les valeurs, des relations à long terme. Et nous avons autre chose pour vous. Nous reconnaissons ce qui se passe et nous sommes prêts à intervenir. Nous savons que cette rupture va au-delà de l'adaptation. Nous devons comprendre la situation actuelle. Nous allons enlever l'affiche de notre vitrine et nous savons que nous ne pouvons pas revenir à ce qui se passait. La nostalgie n'est pas une stratégie. Nous croyons que de cette fracture, de cette fissure, nous pouvons être beaucoup plus forts et avoir un monde plus équitable. C'est la tâche des puissances moyennes. Les pays qui ont le plus à perdre d'un monde de forteresse et qui ont le plus à gagner de cette coopération. Les puissants sont déjà puissants. Nous avons quelque chose également. Nous avons la capacité. Nous pouvons cesser de prétendre être beaucoup plus forts nationalement et agir ensemble. Et c'est la voie choisie par le Canada. Nous l'avons faite de manière lucide, avec toute confiance. Et cette voie est ouverte pour tout pays qui veulent emboîter le pas au Canada. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je n'ai pas vu beaucoup d'applaudissements à Davos, donc c'est intéressant. Alors, il y avait une phrase dans votre discours où vous avez dit que la souveraineté est la capacité de résister à la pression. Le Canada n'est-il pas uniquement vulnérable à la pression à cause de votre dépendance commerciale sur les États-Unis? Eh bien,
nous avons pu résister à la pression. Il y a eu beaucoup de pression d'ailleurs. Je vous donne quelques faits. Nous avons créé plus d'emplois depuis l'imposition des droits de douane que les États-Unis en nombre absolu. Notre croissance est la deuxième de tous les pays du G7. Il y a des pressions extrêmes au Canada, certes, mais on réagit, on passe à l'acte. Deuxième chose, on reconnaît qu'on peut se donner beaucoup plus qu'un pays étranger ne peut nous en enlever. Alors, on a un seul marché canadien, $1 billion d'investissement au Canada et l'établissement des partenariats avec des pays étrangers nous vont donner finalement un retour sur notre investissement. On préfère ne pas perdre notre relation avec les États-Unis, mais on peut résister à la pression. Alors, vous ne voyez pas cela comme étant une période éphémère, n'est-ce pas? Non. Ça, c'est notre vision. Notre point de vue, c'est regrettable, mais on ne va pas rester sur nos lauriers sans rien faire. On passe à l'acte. Et on passe à l'acte d'une façon, alors pour défendre nos propres intérêts, mais on agit de concert avec d'autres également pour construire de manière imparfaite un nouveau système. Je vous donne un exemple. On est des membres des... Nous avons signé donc des accords commerciaux englobant 1,4 milliard de personnes. On essaie de réunir ces réseaux. Alors, le partenariat transpacifique avec l'Union européenne, nous sommes le pont, l'intermédiaire. Ce n'est pas un avantage direct pour le Canada, mais c'est un avantage néanmoins. C'est notre avantage que ces groupes travaillent ensemble, conformes aux règles de l'OMC. Et de cette façon, finalement, on établit un réseau de partenaires qui veulent agir. Vous avez dit qu'il ne faut plus faire semblant que rien n'avait changé. Alors, pensez-vous que l'OTAN continue à faire semblant que rien n'a changé quand l'OTAN est à l'agonie, finalement? Alors, clairement, l'OTAN vit un moment de pression et la première réponse doit être de réagir d'une façon pour assurer la sécurité de l'Arctique de manière robuste et solide, pour contrer toutes les possibilités, tous les scénarios. C'est quelque chose qu'on dit depuis très longtemps. C'est quelque chose que j'ai dit au sommet de l'OTAN au mois de juin. Alors, c'était un sommet qui visait à aligner la politique de tous les pays membres de l'OTAN. Au moyen terme, un des impératifs, c'est de renforcer ce que fait le Canada, ce que font l'autre pays tels que le Royaume-Uni, la France, etc., pour travailler ensemble pour assurer une meilleure sécurité dans l'Arctique. Alors l'OTAN continue à exister, mais il va falloir qu'on réagisse et qu'on s'adapte. Un grand thème qui ressort de votre discours, c'est le besoin pour les puissances moyennes de travailler ensemble. Mais vous venez de vous rendre en Chine, c'est une superpuissance. Beaucoup sont intrigués par cette visite. Certains disent que c'est une erreur parce que vous allez vous rendre plus redevable envers les Chinois. Ça va énerver les États-Unis. Pourquoi vous avez décidé d'agir de la sorte? Première chose, c'est une approche offensive, positive, si vous voulez. On essaie de construire quelque chose de positif. Deuxième chose, il y a des contrôles très clairs. J'ai parlé de calibrage dans mes remarques, mais il y a beaucoup de possibilités dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'automobile, dans l'agriculture, dans les services financiers. Tout cela est bénéfique mutuellement. Alors, c'est la deuxième économie du monde, c'est notre deuxième partenaire commercial. On devrait avoir un partenariat stratégique avec la Chine, avec les contrôles que je viens d'évoquer. Pendant l'administration Biden, on avait l'impression que le monde occidental essayait de se découpler de la Chine. Et maintenant, on vit dans un nouveau monde où il y a d'autres risques. Donc, on essaie de travailler plus avec la Chine. On a besoin d'un réseau et
Ne pas tenir compte donc des grands éléments serait un problème. On a les États-Unis, il y a le Mercosur, il y a l'Union européenne, la Chine, les États-Unis, etc. Il faut bien gérer cette relation. Ça augmente la résilience. Et en plus, les pays nordiques plus le Canada représentent 20% donc du PIB mondial. Peut-être on ne le sait pas, mais cette relation s'approfondit pour des raisons de sécurité. Ce sont le genre de partenariat que nous allons donc renforcer, approfondir. On vous a applaudi quand vous avez parlé de Groenland, de agir de manière finalement selon vos principes. Alors, y a-t-il une solution? S'il n'y a pas de solution, quelle sera la situation? Moi, je pense sincèrement qu'il y a un meilleur résultat qui pourrait découler des discussions qui ont commencé en Italie et nous respectons les principes que j'ai évoqués. Cette solution doit commencer avec la sécurité du Groenland et de la région arctique dans son ensemble. Le fait une contribution à cela. On est tout au début d'une augmentation de notre contribution. L'OTAN doit y participer. On travaille intensivement pour y arriver. La prospérité pour le peuple du Groenland est également importante. Ça revient finalement au peuple de Groenland. Il y a des façons d'y arriver en renforçant l'alliance. Quand le président Trump dit que le Groenland est menacé par la Russie ou la Chine, est-ce que c'est vrai? Eh bien, moi je dirais que la Russie est sans doute une menace dans l'Arctique. Sans doute. La Russie fait beaucoup de choses inadmissibles et je saisirai cette possibilité de condamner leur guerre injustifiée contre l'Ukraine qui est à sa 4e année. C'est une véritable menace dans l'Arctique. Et nous devons nous protéger contre cette menace. C'est pour cela que nous avons donc une présence militaire. C'est pour cela qu'on ajoute à notre flotte de sous-marins et d'avions de chasse. Pourquoi on renforce notre réseau de radars. Et c'est pour cela qu'on veut travailler avec nos partenaires de l'OTAN également. La menace est plus future que réelle. Pour ce qui est de l'activité dans l'Arctique et on veut que ça reste ainsi. Une autre question, un autre thème dont on va parler, c'est le Conseil de paix pour Gaza ou pour le monde entier. On a invité le Canada à s'y joindre. Est-ce que vous allez accepter? On a été invité. On devrait reconnaître le progrès qui a été accusé. Pour en arriver à la première phase de ce processus. Et l'activation ou la mise sur pied du Conseil de la paix, ça c'est le début de la deuxième étape. Alors c'est quelque chose qu'on accueille favorablement. C'est positif, mais nous devons travailler sur la structure du mécanisme. Est-ce que ça s'applique uniquement à Gaza? La résolution 2803 parle d'un Conseil de la paix pour Gaza. Alors, à notre avis, ça serait mieux que si c'était conçu de cette façon. Il y a d'autres besoins dans le monde, mais ça viendra plus tard. Ça doit coïncider également avec une augmentation de l'aide sans entrave à Gaza. Les conditions sont horribles et ça n'a pas changé. Il y a la question de gouvernance et le processus décisionnel qui doivent être améliorés également, mais on est prêt à travailler avec d'autres, avec les États-Unis, bien entendu, parce qu'on est prêt à tout faire pour améliorer la situation catastrophique à Gaza pour passer à une solution à 2 États. Alors on dit qu'on peut devenir un membre permanent du Conseil en contribuant $1 milliard. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? On serait prêt à investir pour améliorer le bien-être du peuple palestinien, certes, mais on veut que ça soit livré directement au peuple.
Alors, il faut qu'on travaille vraiment sur le peaufinage du mécanisme. Dernière question plutôt. Le président Trump et d'autres gens qui sont d'accord avec vous ont condamné la mondialisation, n'est-ce pas? Et vous êtes globaliste, vous avez travaillé pour Goldman Sachs, vous étiez banquier central, vous avez travaillé, vous avez vécu dans plusieurs pays. La mondialisation, est-ce un thème, est-ce un phénomène, est-ce que c'est révolu, est-ce que c'est fini? Alors, comprendre le fonctionnement du monde, apprécier les autres cultures, les connexions entre ces cultures et pouvoir apprécier comment on peut agir de la manière commerciale, technologie, ça ne fait qu'enrichir nos vies. C'est une bonne chose. Et ça règle des problèmes. Être détaché de là où on vit et des besoins de la société en général. Il y a un mot pour cela. Ce n'est pas forcément la mondialisation. Je ne l'appellerai pas ainsi. Et pour revenir à ce que j'ai dit dans mon discours, il y a plusieurs pays qui partagent la même opinion, qui veulent travailler par le biais des partenariats pour réaliser ces objectifs pour le citoyen, pour le monde dans son ensemble. Alors, plus de pays doivent reconnaître la situation réelle et doivent mettre en commun leurs ressources pour qu'on puisse tirer profit pour les citoyens du monde. Merci, Monsieur le Premier ministre. Un plaisir.